J'invite à présent Pierre-Mathieu Arcas et François Besson à nous rejoindre pour la première table ronde sur l'aide, le support et l'accompagnement des associations agréées auprès des usagers. Messieurs, vous êtes les bienvenus. On va vous mettre ici au centre de la table. Hop, on va enlever ça. Bonjour. Merci, messieurs. Alors, Pierre-Mathieu Arcas, vous êtes directeur du service régional Auvergne-Rhône-Alpes et de l'antenne de Lyon de l'AFM Téléthon. Et Monsieur Besson, vous êtes directeur de l'autonomie au département de l'Ain. On est ravis de vous accueillir. On voulait en introduction, peut-être en un mot, un chiffre clé qui aiderait notre public à mieux vous connaître. Quel chiffre vous voudriez mettre en avant? Normalement, vos micros marchent. Allez-y. Donc oui, moi, bonjour à tout le monde d'ailleurs. Simplement un chiffre, on a 52 000 bénéficiaires d'une prestation au titre du handicap dans le département de l'Ain, sur une population de 680 000 habitants à ce jour. Et pour nous, c'est un sujet d'inquiétude puisque nous sommes face à des demandes qui ne cessent d'augmenter et dont nous peinons à assurer la régularité, enfin le suivi des dossiers. On a plusieurs mois de retard dans le traitement des dossiers et c'est un sujet d'inquiétude et voilà, que les associations que vous représentez d'usagers portent aussi et qui sont pour nous un réel sujet d'inquiétude dont nous avons peu de perspectives. Alors c'est vrai que j'ai sur ma casquette le côté personne âgée. Côté personne âgée, on peut, avec des données démographiques, projeter des évolutions. En matière de handicap, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un peu de stratégie et de projection, puisqu'on peut aussi dépendre de lois aussi qui changent, etc., et qui font verser dans le versant du handicap un certain nombre de personnes. Donc voilà, donc pour nous, c'est un sujet de préoccupation et d'inquiétude au niveau du service que l'on peut apporter à notre population. Voilà. Merci beaucoup. Pierre-Mathieu Arcas, de votre côté, un chiffre? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'organisation de cette conférence et merci à l'équipe de France Asso Santé de m'avoir sollicité. Le chiffre que je retiendrai, moi, c'est 2000. 2000, c'est le nombre de malades que nous, service régional, on accompagne en Auvergne-Rhône-Alpes et sur toute la France. Donc, la FM Téléthon, qui est l'association française de lutte contre les myopathies, accompagne 17 000 personnes. L'objectif de notre accompagnement, il est assez spécifique puisque l'association est orientée essentiellement sur donc les myopathies, qui sont des maladies rares, voire très rares, avec pour certaines d'entre elles quelques dizaines de cas dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment sur un champ très spécifique d'accompagner ces malades. Donc 2000 malades en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, puisque c'est des problématiques très spécifiques auxquelles les personnes sont confrontées, du fait que ce sont des maladies rares, peu connues, peu difficilement diagnosticables, c'est-à-dire que le diagnostic, l'errance diagnostique, elle est assez importante. Et l'idée de la FM Téléthon en tant qu'association d'usagers, c'est aussi de permettre de faciliter l'accès à ces diagnostics et l'accès aux droits, puisque dès lors que la maladie va être connue, elle va permettre après de déclencher un parcours de soins qui est très spécifique et puis l'accès aux droits que proposent notamment les collectivités territoriales pour reconnaître la situation de handicap. Donc sur la question de l'accompagnement, on peut parler d'accompagnement personnalisé, de permanence en établissement, de groupe de parole. L'accompagnement est très large dans ces typologies. Vous, au quotidien, Monsieur Arcas, comment cette mission de soutien et d'accompagnement, elle se traduit très concrètement? Alors, la FM s'intéresse tout particulièrement aux myopathies. Il existe, on recense à ce jour à peu près 300 formes de myopathie, comme je le disais, donc avec des prévalences très variables, pour certaines avec plusieurs milliers de cas et d'autres avec quelques dizaines de cas. Donc l'association s'est vraiment structurée pour essayer, donc à partir des apports fournis par les malades, puisque c'est une association de malades et de représentants de malades, donc c'est structuré pour s'articuler un peu autour de 3 missions.
comme vous le savez certainement, la première mission, c'est vraiment la mission guérir, puisque la volonté de l'association, c'est d'essayer d'orienter la recherche vers la lutte contre ces maladies, avec un objectif qui n'est pas que centré sur les maladies neuromusculaires, mais l'idée, c'est de dire aussi, de faire en sorte que les fonds collectés puissent intéresser toutes les maladies qui pourraient être concernées. C'est-à-dire que, par exemple, l'AFM, donc, grâce au fonds du Téléthon, a pu créer des laboratoires de recherche qui, en premier chef, donc, s'intéressent aux maladies neuromusculaires qui sont des maladies rares. Mais au-delà de ça, l'association aussi et les recherches qui sont faites par nos collègues dans les laboratoires sont aussi utilisées dans le cadre de la lutte contre le cancer, par exemple, comme la thérapie génique, des choses comme ça. Également, l'AFM va financer des programmes à l'international ou dans d'autres laboratoires à l'extérieur qui vont venir intéresser d'autres maladies qui auront un lien forcément avec les maladies rares, mais l'idée c'est aussi de permettre de financer plus largement la recherche au sens global. L'autre objectif, c'est de permettre aussi un accompagnement des malades. Donc l'association s'est structurée aussi à travers le service régional que je représente pour permettre un accompagnement de malades ici et maintenant, c'est-à-dire de faire en sorte que finalement, malgré le fait que l'association puisse favoriser la recherche, aujourd'hui il existe dans le quotidien des personnes qui sont malades, qui rencontrent des difficultés. Donc l'association a créé des services régionaux avec la création donc, de référents parcours de santé qui sont des paramédicaux formés aux maladies rares et qui accompagnent les malades dans leur... Merci. Qui accompagnent les malades donc, dans leur parcours de soins. L'idée, comme je vous le disais, donc, c'est de permettre aux malades, sur leur lieu de vie, de bénéficier d'un accompagnement qui soit adapté à leurs besoins, qui corresponde à leurs attentes, qui permettent de réduire l'errance diagnostique, qui permettent aussi d'accéder aux centres maladies rares pour fluidifier leur parcours de soins, mais aussi qui a pour objectif de coordonner les interventions autour de leur environnement de vie, que ce soit le kinésithérapeute libéral, le médecin libéral. Au-delà de ça, donc, l'association s'est aussi structurée pour être une association donc, de représentants d'usagers. Elle participe à différentes instances. Donc, nous avons plusieurs représentants dans différentes instances que peuvent être les CDAPH, que peuvent être la CRSA, que peuvent être différentes instances dans l'idée alors au-delà de porter la voix des malades neuromusculaires, l'idée aussi de porter la voix de toutes les personnes en situation de handicap. C'est vrai que la particularité des maladies neuromusculaires et qu'elle génère différentes formes de handicap. Il y a essentiellement du handicap moteur, ça peut être aussi du handicap psychique avec des troubles cognitifs, avec des difficultés d'accès à l'emploi, des difficultés d'accès au logement, des difficultés d'accès aux soins, des difficultés d'accès à la scolarité. Du fait de ces particularités, l'association a donc créé des modes d'accompagnement très spécifiques par des professionnels dédiés qui accompagnent en Auvergne-Rhône-Alpes entre 100 et 150 personnes dans l'année, tout au long de la vie, sans limite d'âge. L'objectif, il n'est pas de se substituer au droit commun, c'est-à-dire il n'est pas de remplacer les pouvoirs publics ou de venir pallier à leurs difficultés. L'objectif, il est de faciliter l'accès et d'avoir un rôle de facilitateur pour permettre donc aux malades de bénéficier de leurs droits, de droits à compensation aussi, quand c'est nécessaire, et de pouvoir s'intégrer dans la société le plus facilement possible. Un grand merci pour cette première intervention. Monsieur Besson, vous, au niveau du département de l'Ain, avez-vous des exemples d'actions qui impliquent les associations agréées dans le support aux familles et aux usagers avec lesquels vous êtes en interaction ? Oui, mais effectivement, ça vient directement en écho à ce que monsieur vient d'indiquer. On associe dans la limite, c'est vrai que nous, on dépend du Code de l'action sociale et pas du Code de la santé, donc c'est des instances un peu différentes. Mais on a, voilà, alors je peux vous donner tout un lot d'acronymes, CDCA, COMEX, CDAPH, SPDA, Plan Handicap, Plan Senior. On a tout un lot d'acronymes où les associations d'usagers sont partie prenante des politiques et des instances de régulation. Donc la plus importante peut-être pour nous, effectivement, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le fameux CDCA qui est représenté dans l'ensemble des départements,
qui représente un temps fort dans nos institutions et puis dans le mouvement de nos politiques, puisque l'ensemble des associations participent et votent aussi des bilans et des projets dans cet ensemble. À titre personnel, voilà, pour vous donner des exemples, moi je rencontre tous les 2 mois les 2 vice-présidents, président côté personnes âgées et côté personnes en situation de handicap, et on échange sur le programme, sur l'ordre du jour du bureau et des assemblées que l'on va mener ensemble, de manière assez simple, mais c'est un réel échange, et eux travaillent aussi différents sujets avec leurs différents groupes dans les instances. Donc là, on a amené, pour donner un titre d'exemple, beaucoup de travail sur l'habitat, l'habitat intermédiaire, sur les accueillants familiaux, voilà. Donc où voilà, le CDCA voilà, est allé rencontrer aussi différents intervenants, et en assemblée générale, voilà, on a pu avoir des retours très concrets d'expérience et de souhaits d'informations que les participants souhaitaient avancer. On a aussi tout un lot de temps de travail aussi au sein de la MDPH, et notamment les CDAPH et les commissions et les COMEX, pardon, où les associations sont partie prenante et nommées. Alors effectivement, voilà, à la fois sur du dossier individuel et des situations individuelles, mais aussi sur des temps plus collectifs, sur le sens et l'orientation stratégique de la MDPH pour le département. Nos plans, j'ai l'impression de faire la promotion, mais je m'excuse, c'est pas le lieu, mais voilà, c'est une manière, voilà, je veux pas être très préemptoire, mais je veux quand même voilà, dire qu'on engage ce dialogue de manière assez simple et assez naturelle et assez modeste aussi. Mais on a quand même... pardon ? Quelle vertu vous voyez à ce dialogue ? Quel est l'intérêt de ce dialogue ? Nous, le dialogue, je vois vraiment, vous citiez les 3 points, la prévention, l'appui au développement des politiques publiques. C'est pour ça que dans l'élaboration du plan handicap et du plan senior du département, les associations ont été consultées et ont été associées. On va faire un bilan prochainement des 3 premières années. Elles vont être invitées aussi. Mais aussi, on a tout un plan, et ça, je crois que je rebondis beaucoup à ce que vous disiez, c'est sur l'accompagnement des personnes aussi. Puisque nous, on a quand même ce volet administratif, qu'on le veuille ou non, mais c'est quand même là, c'est l'ouverture des droits, etc., le suivi. Mais le volet humain, accompagnement, est quand même aussi fondamental, de guider, de rassurer et de pouvoir échanger, ce que l'on peut pas toujours faire, et ce qui serait peut-être présomptueux de notre part de vouloir associer. Voilà. Je vous ai dit qu'on a 52 000 bénéficiaires. Voilà, on ne peut pas non plus accorder peut-être autant d'importance à chacun, et le rôle et la place dans l'accompagnement, dans le système de réassurance aussi des personnes, de guidance des personnes est important. Et donc voilà, donc on est assez, moi je suis assez preneur et assez à l'écoute sur ce côté soutien et accompagnement des personnes par des associations tiers. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Question pour tous les deux. Aujourd'hui, donc là, on parle de la situation en 2026, mais comment, pour aller plus loin, comment vous voyez, vous, les prochaines années pour cette mission d'accompagnement et de support aux usagers et aux familles? Quels freins et obstacles vous voyez à ce partenariat fructueux entre les associations et les pouvoirs publics et puis les autres acteurs? Voilà. Si on se projette sur une dizaine d'années, comment on voit ce partenariat-là? Pour nous, association, en tout cas pour l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies, il y a différents enjeux. Je pense que des enjeux très internes nous concernent autour, mais plus largement aussi autour d'autres pathologies, mais l'accès à des traitements innovants, l'accès à certaines nouvelles thérapeutiques qui, du coup, posent la question du coût. Comment accéder à ces traitements compte tenu du coût que ça peut représenter. La prévalence de certaines maladies, notamment qui peuvent également
se développer. Aujourd'hui, on diagnostique mieux, on connaît mieux, mais on sait également que dans d'autres champs, comme la SLA, la sclérose en plaques, il y a quand même une prévalence de plus en plus importante, ce qui signifie que, du coup, nous, les usagers, notre rôle, enfin, les associations d'usagers, notre rôle aussi est de pouvoir permettre aussi d'orienter les décisions politiques en ce sens, d'essayer d'organiser la recherche autour de ces maladies, et puis, bien évidemment, les traitements, développer les connaissances qui peuvent aussi émaner des laboratoires ou en tout cas des études qui peuvent être faites pour permettre de mieux connaître ces pathologies. Je pense qu'aussi un des enjeux importants, c'est, en tout cas nous c'est quelque chose qui nous tient à cœur à l'AFM, c'est de travailler le pair à pair. On a l'opportunité, nous au sein de l'association, de développer plusieurs actions qui permettent aussi aux malades de pouvoir s'aider mutuellement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association qui intégrons des professionnels, nous apportons des réponses de professionnels. Par contre, à côté de nous, donc, il y a des bénévoles et des usagers qui, eux, peuvent aussi apporter leur témoignage en tant que malade ou en tant qu'usager ou en tant que famille de malades ou famille d'usagers. C'est-à-dire que c'est un des enjeux aussi qui me semble pertinent auprès des pouvoirs publics, auprès des établissements de santé, qui mieux que des usagers, des malades ou familles de malades peuvent témoigner des difficultés qu'elles rencontrent et des parcours du combattant auxquels elles doivent faire face lorsqu'on doit faire face à une maladie ou à une situation de handicap. Au sein de l'AFM, par exemple, il y a un groupe dédié qui est dédié aux jeunes malades, dans la mesure où ce sont des maladies qui peuvent apparaître très tôt dès l'enfance. L'idée, c'est aussi de leur permettre d'échanger entre eux sur leurs problématiques, sur leurs difficultés, en toute transparence, et puis avec des éléments qui les concernent à eux directement. Donc je pense qu'un des enjeux peut être aussi travailler main dans la main entre associations d'usagers, comment co-construire ces discours, comment essayer de peser dans les décisions, comment essayer aussi de pouvoir partager un peu les difficultés pour porter un discours qui est cohérent auprès des pouvoirs publics, auprès des établissements de santé, pour faire part des difficultés. Après, peut-être plus largement, en termes d'enjeux, ce qu'on peut relever aussi chez nous, en tout cas dans notre association, c'est qu'on est face à des situations quand même de grande dépendance physique, avec un reste à charge important financièrement, et qui pose aujourd'hui quand même des sujets en termes d'autonomisation, de vie autonome, d'accès aux soins. On n'est pas sans savoir que le système de santé est quand même dysfonctionnant par endroits, avec un accès à la médecine de ville qui peut être rendu difficile. Donc comment, du coup, lorsqu'on est porteur d'une maladie ou d'une situation de handicap, on sait très bien que l'accès est d'autant plus rendu difficile. Mais comment, en tant qu'usager, on peut essayer d'objectiver ces éléments pour que les pouvoirs publics puissent agir dans le bon sens. On est face aussi à des situations complexes, puisque l'espérance de vie augmentant, on connaît mieux les maladies, on les traite mieux. Et quand je dis maladies, je veux dire pas forcément que les maladies qui nous concernent, plus largement. On sait aujourd'hui que l'espérance de vie, lorsque on est atteint d'un cancer ou d'autre, est quand même majorée, et c'est une bonne chose. Pour autant, plus on avance en âge, plus des situations de polypathologie se présentent, avec un accès aux soins qui est rendu complexe. Donc comment essayer de répondre à ces situations quand on est atteint de plusieurs pathologies, sachant qu'on sait très bien que le système hospitalier est assez sclérosé, que la coordination est un élément qui fait bien souvent défaut, et que les usagers mettent souvent en avant ce défaut de coordination, que de voir répéter sans cesse les mêmes choses à différents médecins, et de voir sans cesse porter le même discours qui peut être parfois épuisant. Et puis plus largement, en tant qu'association de représentants d'usagers, mais avec une vocation citoyenne, c'est aussi se poser la question de la place des situations de handicap dans la société, avec l'accessibilité physique, l'accessibilité au transport, l'accessibilité à l'emploi, au logement, aux formations. Nous, dans nos missions, donc, on accompagne très régulièrement des personnes qui ont des projets de vie autonome et des projets d'accès à l'emploi ou à la formation, mais qui, du fait de leur situation de grande dépendance physique, ces projets-là sont vraiment rendus complexes parce que les bâtiments ne sont pas accessibles, parce que la loi ne prévoit pas des transports adaptés, parce qu'il n'y a pas d'accès à des soutiens comme des AESH à l'école, parce que il n'y a pas le bâtiment, le logement ne peut pas être rendu accessible, etc. Et tous ces éléments, même si on sait que la loi évolue et que sociologiquement
les personnes évoluent et le regard sur le handicap évolue, ou sur les situations de dépendance évolue, ça reste des problématiques concrètes que les personnes rencontrent tous les jours. Typiquement, dans l'accès aux soins aujourd'hui, il est difficile d'avoir accès à un ophtalmo pour tout un chacun, mais pour une personne en situation de handicap, avoir accès à une consultation ophtalmo adaptée ou une consultation dentaire adaptée, c'est le parcours du combattant, parce que il faut s'y prendre très longtemps à l'avance, etc. Et donc, ça impacte aussi la qualité des soins et la démarche de prévention dans laquelle nous sommes. Merci à vous. Monsieur Besson, les enjeux que vous voyez pour les prochaines années? Qu'est-ce que ça devient compliqué? Qu'est-ce que c'est compliqué? Alors ça fait un certain nombre d'années que j'œuvre en médico-social, mais je trouve qu'on rentre dans une société, mais bon, c'est général, très complexe. Des procédures complexes, des rendez-vous, vous en parliez, ne serait-ce que nous, dans le département de l'Ain, pour un rendez-vous chez un médecin, qu'est-ce que c'est compliqué? On est obligé de passer par des supports pour aider les personnes à renseigner, à compléter leurs dossiers, notamment les dossiers MDPH. C'est quand même des choses assez incroyables et qui rendent les personnes... qui mettent les personnes en difficulté, qui peuvent les rendre aussi extrêmement agressives, et moi je les comprends tout à fait. Je ne sais pas, alors, je ne vais pas être trop pessimiste quand même, mais bon, voilà, on est quand même là pour échanger. Je me questionne beaucoup sur cette complexité. Je prône pour un peu plus de simplicité, de dialogue, et puis aussi de ne pas désorienter les personnes. C'est-à-dire qu'on est beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'intervenants, des dispositifs, je ne vais pas dire qu'il en sort un tous les 2 jours, mais pas loin, des changements de loi, les compétences entre, je sais pas, mes collègues de l'ARS là, entre les départements, ça change, etc., ou ça ne change pas. C'est quand même extrêmement compliqué. Nous-mêmes, dans nos institutions, nous sommes en grande difficulté financière, etc. L'important, c'est quand même qu'on ait conscience que les personnes, de ne pas agiter les personnes avec nous et de pouvoir rassurer les personnes pour ne pas les désorienter. Et ça, moi, j'attache beaucoup d'importance là-dessus, même si on n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, loin de là. Mais on a quand même, les uns les autres, un devoir de rassurer aussi les personnes, de les accompagner, d'échanger entre nous, entre les intervenants, avant de diffuser des informations à telle ou telle personne. Je vis aussi les guichets de la MDPH, où on a des personnes en situation psychique graves, enfin, qui sont perturbés, mais extrêmement agités. Donc, on se doit quand même de rassurer et d'apaiser un peu cet ensemble. Et donc, je prône ça. Et effectivement, actuellement, on a, à l'initiative des plans gouvernementaux, la mise en place du service public départemental de l'autonomie. Et donc, pour nous, en tout cas pour le département de l'Ain, ça ne vise qu'une chose, c'est d'essayer de simplifier le parcours des personnes, que ce soit les personnes âgées ou personnes en situation de handicap, mais l'obligation aussi entre les professionnels à rendre ce parcours plus simple et plus lisible. Donc on a un gros travail sur ce plan-là et on s'y emploie. Voilà. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre 2 questions. Avant de passer la parole au public, dire que sur ces questions d'accompagnement et de parcours, c'est vrai que France Santé, pendant 10 ans, a été très mobilisée sur la question des référents de parcours de santé. Et tout à l'heure, on parlait des politiques publiques. Guillaume évoquait ça. Il y a un excellent rapport d'évaluation qui avait mesuré l'impact des projets article 92, qui a été remis par le Parlement à l'ancien gouvernement. En tout cas, tout est là sur la table pour qu'une prochaine équipe puisse s'en saisir et transmettre et traduire dans le droit commun ce type de postes qui sont, aux côtés aussi des médiateurs en santé, essentiels dans les prochaines années pour les parcours de plus en plus complexes des usagers, / des citoyens. Alors, dans le public, est-ce qu'il y a une question, ou même 2, puisqu'on est très généreux, il y a 2 questions possibles. Vous êtes très timide ce matin. Nicole Damon de la Loire. Je voudrais savoir le rôle des RU dans le SPDA, puisqu'il y a les SPDA qui se mettent en place et avec les CTA, Conseil départemental de l'autonomie.
Alors, le SPDA, effectivement, nous, pour le département de l'Ain, on l'a essentiellement construit aussi en lien avec les représentants du CDA, du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Donc, des représentants d'associations siègent aussi dans les différents groupes de travail du SPDA. On a quatre groupes de travail et on a fait un appel et les personnes se sont inscrites sur les représentants se sont inscrits sur ces différents temps. Donc voilà, on a essayé de ne pas trop multiplier les instances. On a une conférence territoriale de l'autonomie qui se fait une fois par an, ça c'est obligatoire, mais qui ne sont qu'une représentation élargie du CDCA et de la CDAPH aussi. Enfin voilà, on s'est beaucoup appuyé, on s'appuie beaucoup, enfin je m'appuie beaucoup sur ces deux organismes. Et puis on ajoute aussi la commission des financeurs, pour ceux qui connaissent un peu plus, sur l'aspect prévention, qui est également doté de représentants. Donc voilà, on a essayé de ne pas trop multiplier les instances, même si on est obligatoirement dans l'obligation, si j'ose dire, d'avoir ces deux types d'instances. Y a-t-il une autre question ? Oui. Oui, Patrick Belgui des associations familiales laïques. J'ai bien entendu tout ce que vous dites avec beaucoup d'éléments qui sont ouverts et beaucoup d'associations. Mais comment vous faites pour obtenir suffisamment de financement pour réussir ? C'est ce que je vous disais, c'est que nous sommes extrêmement contraints. Et peut-être la différence, c'est que nous devons faire converger l'ensemble des demandes pour aboutir à quelque chose de collectif et de sortir effectivement, de pouvoir satisfaire en tout cas répondre à un certain nombre de demandes. On ne peut pas effectivement répondre à l'ensemble, mais c'est pour ça aussi qu'on s'est doté d'un plan handicap et d'un plan senior pour avoir quand même quelques grandes lignes qu'on a définies en commun pour pouvoir suivre et pouvoir répondre à des enjeux du département qui ont été repérés, évalués et sur lesquels nous travaillons. Mais bien évidemment, nous sommes dans un contexte financier extrêmement contraint. Et c'est pour ça aussi que ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus promettre tout et n'importe quoi. Il faut qu'on soit extrêmement raisonnable sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et j'insiste beaucoup aussi, c'est pour ça aussi que je raisonnais beaucoup à ce que mon collègue là disait, c'est que peut-être que nous déjà sur l'accès au droit, et notamment je pense à notre retard dans la validation des demandes au niveau de la MDPH, pour moi c'est extrêmement important déjà d'assurer cette base-là, puisque c'est l'accès au droit et ça on doit répondre. Et après peut-être qu'on sera un petit peu moins performant sur l'accompagnement des personnes, mais au moins que l'on puisse assurer l'ouverture, la complétude du dossier correctement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment là notre préoccupation dans un contexte extrêmement contraint financièrement. Je ne vous le cache pas. On me dit dans l'oreillette qu'on va prendre une toute dernière question. Donc n'hésitez pas sur ces questions d'accompagnement, de support. Peut-être je peux juste compléter sur ce que vous évoquiez là sur la coordination, de dire que donc l'AFM est présente sur l'ensemble du territoire national et a mené 2 expérimentations, une en Corse et une sur l'île de la Réunion, avec l'idée de généraliser l'accompagnement de la coordination des parcours de soins à d'autres pathologies, notamment les scléroses en plaques, la maladie du Huntington, des maladies pour lesquelles la prévalence est de plus en plus importante, avec un accès au diagnostic qui est compliqué, sur des territoires insulaires où il n'y a pas de consultation spécialisée, où les gens étaient obligés de se déplacer alors pour la Corse sur le continent et pour certains réunionnais sur la métropole. L'idée étant d'essayer de permettre de mieux coordonner les parcours de soins, de faciliter l'accès au diagnostic et puis faciliter l'accès aux droits que peuvent proposer notamment les MDPH.
Et donc cette expérimentation, notamment pour la Corse, va se terminer. Et elle fait écho à ce que Bertrand a évoqué sur l'article 92, donc, qui avait été mené il y a quelques années, avec l'idée aujourd'hui que ça puisse aller vers ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire être généralisé et que les pouvoirs publics puissent proposer la création de dispositifs de coordination pour des pathologies, alors pour certaines, que ce soit la SLA ou sclérose en plaques, qui ne sont pas si rares, mais qui ont des problématiques bien spécifiques, avec l'idée de permettre sur certains territoires donc de créer via les associations d'usagers, c'est-à-dire une des demandes serait que les associations d'usagers puissent être partenaires de ces dispositifs pour porter la voix des usagers, pour essayer de créer des dispositifs d'appui qui permettraient d'aider ces personnes à mieux coordonner les soins, etc. Un grand merci à tous les deux. On peut vous applaudir chaleureusement.